Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons essayer de prendre un peu de hauteur sur une actualité chaude, parfois brûlante. On va parler évidemment de politique, on va parler de migrants, on va parler aussi des États-Unis, on va parler de Raymond DeVos, pour lequel on ouvre un musée. Et je suis ravi d'accueillir Sandrine Gangrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première secrétaire du Parti socialiste dans les Yvelines. Vous êtes élue et adjointe à Trappes. Je ne suis pas encore adjointe, mais Non, on peut mais vous suggérer devriez. ça à M. Mélandin. Voilà, parce que vous mériteriez de l'être. Sabine Cossin, bonjour. Bonjour. Heureuse directrice du Prisme. On est ravis de retrouver. Tout va bien? Tout va bien, Patrice, Le théâtre merci. se porte bien? Oui. Vous avez eu de vos au Prisme? Pas moi, pas dans ma direction. Moi, je l'ai accueilli dans d'autres Le mieux, pas théâtres de fois. Mais si, au contraire, moi si, avec ses mots à tiroir. Non, c'était un grand poète, puis c'était un homme très humain, très chaleureux avec son public, mais aussi avec ceux qui l'accueillaient. Non, j'ai un beau souvenir. Un beau souvenir. Florence Mercadet, bonjour, Bonjour, avocate Patrice. au barreau de Versailles. Toujours. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal. Et alors voilà, chaque numéro, on a un nouveau livre, c'est formidable. Le rouge n'est pas qu'une couleur. Je propose qu'on l'offre à Sandrine Gangrand. Avec plaisir, avec plaisir. Parce que le rouge est un peu votre couleur. Oui, mais voilà. C'était la couleur. C'est le rose, mais enfin bon. Non, c'est un beau livre, une enquête policière qui démarre à Paris, à Boulogne, et qui va finir au Cambodge. Chris Nerwis, c'est un Français? Chris Nerwis, c'est un Français, oui, tout à fait français. Il travaille dans les médias d'ailleurs, et c'est son 3e roman. Donc c'est le premier chez nous, mais c'est un très bon auteur. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, comme on dit, et puis un bon suspense. Et puis on voyage de façon très, très surprenante et on découvre un Cambodge historique et actuel qui est assez passionnant. Vous aimez les polars? J'aime beaucoup la littérature et les polars. Si j'avais su, j'aurais ramené aussi un livre à vous conseiller. C'est lequel? Règne animal de Jean-Baptiste Delamo, et qui vient signer à la librairie du pavé du Canal le 20 novembre. Et c'est un super livre. On parle beaucoup de la condition animale, et c'est un très très beau livre sur justement le monde paysan dans le Gers. Très bien. On a vu qu'il y a eu le Goncourt, d'ailleurs. C'est assez amusé parce que les livres ne sont pas d'une gaieté folle quand même. Non, en plus c'est amusant parce que c'est quasiment 2 romans policiers en fait. Oui. Ouais, oui. Donc mais c'est bien. Moi ça me ravit parce que j'ai lu ni l'un ni l'autre, honnêtement. Mais je trouve ça très bien qu'on en revienne quand même. Alors le Goncourt là-dessus est pas suspect de s'être trop planté, mais je suis content qu'on en vienne à réencenser de véritables livres avec un début, un milieu et une fin, avec vraiment des histoires, quoi. On en a un peu soupé, enfin moi j'en ai soupé de l'autofiction à la française où il se passe rien, et je pense que ça a beaucoup déçu les lecteurs, alors que là, je veux dire, quand une véritable histoire, et ça a l'air d'être le cas de ces 2 livres, donc je suis ravi pour eux, pour les auteurs, pour tout le monde. Donc non, mais les gens vont retrouver vraiment le goût de la lecture. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, il y a un meurtre dans celui qui a eu le Goncourt. Le livre de Cussé, c'était sur un suicide. Le livre de Gaël Faye, qui est excellent, mais enfin, c'est sur le Rwanda. Enfin, voilà. L'atmosphère n'est pas très drôle non plus. Mais enfin, bon, ça fait de la bonne littérature quand même. On va peut-être commencer avec la politique, si vous êtes d'accord. Alors, il y avait le débat, le 2e débat des primaires de la droite. Vous l'avez regardé, Je ne regardais pas en entier. J'ai regardé. Oui, vous êtes ennuyé un peu. L'exercice est intéressant. C'est intéressant, mais c'est même intéressant. On en parlera après, parce qu'il y aura sans doute les mêmes choses qui vont se passer pour la gauche. Donc ça peut vous intéresser à deux degrés. Et là, comment vous avez trouvé? Moi, je me rappelle déjà en 2011, quand on avait lancé les primaires à gauche, ce qu'on avait entendu à droite à l'époque, c'était antidémocratique, c'était une horreur, etc. Finalement, on se rend compte que tous les partis, toutes les familles politiques y viennent, parce que c'est une façon aussi, quand il n'y a pas de personnages assez charismatiques qui s'imposent, de faire le choix, et donc de faire une forme de premier tour avant, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, je suis très sensible, voilà, tout à fait. Après, sur la manière d'organiser ces débats,
plus compliqué, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que... C'est vrai que c'est la télévision qui donne son rythme au débat, comme si le temps était... Le temps, c'est le dernier tabou d'ailleurs à la télévision, c'est-à-dire que dès qu'on a un peu de temps pour s'exprimer, ça devient un drame absolu, donc il faut que les gens répondent en 1 minute quelle réforme vous allez faire pour la justice, quelle réforme... Enfin, c'est vrai que ça devient un peu ridicule, quoi, non? Oui, les hommes politiques n'ont absolument plus La maîtrise. L'espace. le temps de Oui, s'expliquer. l'espace. Donc ça fait des discours tellement réducteurs, des réponses qui n'en sont pas. C'est totalement déprimant. Et on a l'impression que les vraies vedettes sont les journalistes ou les animateurs qui sont là avec leur chronomètre en disant mais c'est ridicule. C'est-à-dire que quelqu'un dit un truc intéressant, on lui coupe la parole parce qu'il a 1 minute d'avance sur l'autre qui n'a strictement rien à dire. Enfin, c'est absolument ahurissant. Mais pour revenir juste sur ce que vous disiez, en 2011, c'est vrai que la droite avait beaucoup critiqué, à mon avis à juste titre, parce que ça reste un truc stupide, les primaires, à mon avis. Quand on voit ce que ça donne, depuis longtemps aux États-Unis, on voit bien que c'est rarement quand même le meilleur candidat qui arrive, encore une fois cette année. Enfin, on a eu des primaires, et c'est les primaires américaines, d'un côté comme de l'autre, c'est déprimant. Honnêtement, je ne pense pas que les primaires à gauche, les premières primaires, nous aient donné le meilleur président qu'on puisse imaginer. On va recommencer là, et à droite, ça va être pareil. Enfin, je veux dire, on voit comment ça se passe. C'est avec un compteur en disant vous avez 1 minute, effectivement, comme dit Patrice, pour nous dire ce que vous allez faire de la justice. Et c'est là-dessus que les gens vont dire intelligemment, ah oui, c'est très il n'y a pas que les débats, télévisés qu'est-ce qu'il y a d'autre qui forgent l'opinion. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même les campagnes, il y a quand même... de moins en moins. C'est pas pareil, le meeting. Le meeting, c'est encore autre chose. Les meetings n'intéressent que les gens déjà convaincus. Mais c'est vrai que ça fait sortir quand même des thèmes, parce que moi, je soutiens Benoît Hamon dans la primaire de gauche, donc je ne vais pas faire semblant que... c'est local comme soutien? Non. Et donc, on voit émerger des thèmes. Alors après, on est d'accord ou pas, mais ça permet de mettre dans le débat public des thèmes qui n'y étaient pas. Enfin, on le voit sur le revenu universel, par exemple, où ça a pris, et qui avait été porté donc par Benoît Hamon, qui a été repris par Manuel Valls, mais de manière différente, qui est commenté. Donc, par NKM, donc ça permet au moins de revenir sur du fond. Alors après, est-ce que ça intéresse les gens et comment on fait que nos concitoyens viennent dans le débat, autrement que dans ces émissions où au bout de 10 minutes, effectivement, on décroche. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, on attend que la petite phrase. Enfin, d'ailleurs, c'est la seule chose qui est amusante après, c'est de regarder le résumé que les chaînes ont concocté. C'est vrai que c'était amusant. Enfin, mais moi, j'avais fait un petit calcul comme ça qui était vraiment... C'est un petit jeu, mais c'est vrai que si les primaires avaient eu lieu avant, Chaban, 6 mois avant les présidentielles, aurait été préféré à Giscard, Rocard aurait été préféré à Mitterrand, Balladur passer les doigts dans le nez face à Chirac, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais eu les mêmes présidents. C'est assez drôle. Donc, si on refait un peu avec l'histoire comme ça, si on revisite l'histoire, c'est vrai que ça aurait donné des résultats totalement différents de ceux qu'on a eus. Après, c'est l'intérêt des campagnes aussi. On voit ce qui se passe. On a des hommes politiques qui sont bons en campagne pendant les campagnes électorales. Après, on attendrait qu'ils soient bons en campagne électorale et qu'ils soient aussi bons après, une fois qu'ils sont en responsabilité. Mais voilà, c'est peut-être plus difficile de trouver la perle rare qui est capable de faire les deux. Moi, je pense que c'était le rôle des partis politiques et des militants de choisir leurs dirigeants. Et pas... Oui, mais il y a une crise des partis politiques. Vous pouvez pas... Oui, c'est pour ça qu'il y a des primaires. Mais non, mais c'est l'œuf et la poule. On peut dire que c'est à cause de ça qu'il y a les primaires. Moi, je dis que c'est à cause des primaires qu'il y a de moins en moins de gens qui militent, parce qu'il n'y a aucune raison d'aller militer dans un parti pour voir que n'importe qui va prendre la place du militant pour dire non, moi je trouve que Hamon est mieux qu'un tel ou Sarkozy mieux qu'un tel. Je veux dire, c'était aux militants, aux membres des sections, aux membres des... Oui, mais c'est une incapacité des partis politiques à avoir la légitimité pour soutenir un candidat. C'est bien pour ça que les primaires existent. Il y a une chose, pardon, mais on a vu que vous parliez des primaires de 2011, donc remportées par François Hollande, qui avait pris une position assez centrale dans les débats, qui est la position que prend Juppé aujourd'hui, à droite à peu près. Hein. C'est-à-dire que, et il y avait, je me souviens de Martine Aubry qui disait, il reste dans le flou. Hein, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup, disait-elle. Est-ce que les primaires ne facilitent pas ça? C'est-à-dire que ne propulsent pas, au fond, le candidat qui prend le moins de risques et qui
qui dit le moins de choses. Et ce qui fait qu'après, peut-être qu'il y a une partie de la gauche qui a été déçue par la politique qu'a menée François Hollande. Parce que les choses n'étaient pas claires, parce que pour gagner la primaire, il faut être le plus rassembleur possible et donc ne pas dire vraiment ce qu'on va faire. Ça, on ne sait pas encore, parce que pour gagner la primaire, moi je suis assez... je ne sais pas si Juppé va la gagner, mais oui, je suis pour l'instant... séduit par l'idée de Sarkozy, qui lui, il semble vouloir dire que la primaire, c'est pas comme le premier tour de l'élection présidentielle, la primaire se gagne au centre et à droite, et pas à gauche. Donc il a raison, alors que Juppé, qui semble déjà vouloir tout ramasser et séduire tout le monde, c'est merveilleux, mais là, il faut d'abord séduire son camp, et on voit bien, en tout cas les sondages depuis hier soir, disent que sur la cible du centre et de la droite, mais Sarkozy qui monte, ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant pour la primaire. Je veux dire, à gauche, je pense que les gens qui vont se présenter à la primaire de gauche ont quand même intérêt à séduire l'électorat de gauche plutôt qu'à séduire un sarkozyste ou un juppéiste de base qui va, dans son canapé, il va dire ah oui, c'est vraiment bien ce que lui dit, mais qui n'ira pas voter, qui s'en fout. Enfin, je veux dire, donc, Florence Mercadet. J'ai regardé cette émission hier. J'ai pas été convaincue. D'abord, j'ai trouvé que... Alors, ils étaient peut-être plus détendus, mais j'ai trouvé les journalistes particulièrement mauvais par rapport au premier débat, où je les ai trouvés beaucoup plus percutants et allant dans des questions plus fines sur le fond. Alors que là, j'avais l'impression que la seule chose qui les intéressait, c'était d'essayer d'avoir des petites phrases, d'essayer de monter les uns contre les autres, et surtout de mettre Nicolas Sarkozy au centre du jeu, puisque tout était un peu orienté pour que chacun puisse taper sur Nicolas Sarkozy, qui s'est fort bien défendu, et probablement c'est pour ça qu'il tire son épingle du jeu assez bien. Puis c'est un exercice qu'il aime bien, Nicolas Sarkozy, se défendre. Seul contre tous, donc seul contre tous, c'est toujours mieux. Voilà, absolument. L'opinion est pour vous voilà. généralement. Non, mais il a eu des répliques. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en fait, il sait. Voilà, pour des débatteurs. Voilà. Et au final, ils n'ont pas pu exprimer vraiment ce qu'il y a dans leur programme. Et c'est vrai que Fillon et Copé, d'ailleurs, sur le plateau, ont dit mais attendez, posez-nous des questions sur notre programme. On s'en fiche et de Bayrou en disant maintenant, revenons au programme, revenons à ce qu'on va proposer aux Français. C'est ça qui intéresse les Français. Et je trouve que les journalistes sont partis, ils lançaient leurs questions. Je pense qu'ils n'écoutaient même pas les réponses. Ils attendaient qu'un truc, c'était de pouvoir poser la question suivante, et ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement décevant côté journaliste et côté organisation de cette soirée. Du coup, c'est devenu franchement ennuyeux. Mais ce qui est amusant, c'est que Poisson, qui a été quasiment inexistant, mais c'est peut-être aussi parce que sinon c'était une sorte de conseil des ministres. Parce que il y avait un ancien président avec 6 de ses anciens ministres, enfin 5 de ses anciens ministres. Pas Copé, oui. Copé. Non, mais enfin Copé avec les ministres de Chirac. Oui, mais sinon, c'est vrai que c'est quand même assez curieux. Mais ça donnait, je trouve, quand même une image assez sympathique parce que ils n'étaient pas, ils étaient tous à taper sur Sarkozy, et visiblement, ils sont tous en train de se dire, les sondages étant très bons pour Juppé, peut-être pas hypothéquer l'avenir, on ne va pas le traiter de tous les noms. C'est un peu risqué, à mon avis, comme façon de faire, mais sinon, c'était quand même un débat d'une bonne tenue. Ils ne sont pas bataillés comme des chiffonniers. C'était quand même, ça donne, je trouve, une image de la politique plutôt sympathique. Il y avait une chose qui était assez intéressante. Et je vais vous poser la question parce qu'il paraît que François Hollande regarde le débat avec intérêt en se disant mais quelle peut être la position d'un président de la République dans des primaires, d'un président de la République en exercice, d'un ancien président contesté Sarkozy. On a vu hier soir d'ailleurs que Sarkozy, par certains moments, disait à d'autres mais attendez, vous n'avez pas exercé le pouvoir, donc vous ne savez pas. Donc il a repris une posture présidentielle. C'est vrai que ça pose un problème quand même. Enfin, vous êtes favorable aux primaires, mais c'est vrai qu'un président en exercice qui risque d'être battu aux primaires, ça pose un problème pour lui, mais ça pose un problème quand même pour la fonction présidentielle. Ça risque d'être un abaissement terrible de la fonction présidentielle, non ? Ça veut dire peut-être que notre système n'est pas le bon. Peut-être, oui. Et que justement, nos institutions ne correspondent pas à ce qu'on attend d'une démocratie moderne. Mais c'est vrai que ça interroge beaucoup sur la manière dont les choses vont être organisées pour la primaire de gauche. Mais après, est-ce qu'il sera candidat ? Je ne sais pas. Oui, dans l'hypothèse où il serait candidat, évidemment. Mais c'est vrai que quelle sera sa posture, quel sera son positionnement dans le débat ? C'est vrai que ça pose un vrai problème. Et puis il ne peut pas avoir de liberté de parole comme les autres non plus. Enfin, il a eu la liberté de parole, visiblement, ces derniers temps. Oui, mais en tant que candidat... C'est pas grave. C'est parce que je voulais... Non, mais c'est pas de celle-là dont je voulais parler. Mais non, mais
moi, je trouve que c'est effectivement cet exercice où on parle. Moi, j'attendais par exemple sur l'éducation. Oui. Ouais, ils ont passé une une minute chacun à parler d'éducation sur l'école primaire. Sur un bien, sujet qui est quand même pour moi le sujet absolument essentiel, quoi. Donc moi, je préfère le format. C'est Cosette qui a fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est un très bon journal. Qui a fait des débats avec à chaque fois en invitant une personne et qui va faire intervenir des journalistes différents et qui vraiment avec une diffusion alors qui est limitée parce que après c'est Internet, etc. Mais ça marche bien parce que les gens sont en attente d'un discours peut-être plus vrai et où on va charcuter un peu les hommes politiques. Alors il faudrait, au lieu d'avoir 4 thèmes comme ils ont eu 4 thèmes, d'en prendre qu'un, l'éducation par exemple, et passer 2h30 sur l'éducation. Au moins on saurait ce qu'ils vont faire. Tandis que là, l'éducation, la justice, la sécurité, la police, enfin bon, l'Europe, c'est 2h30 avec, c'est pas possible. Quoi. Il y a la mesure d'audience derrière qui sont doute là. Vous parliez d'éducation, alors il y avait un candidat, vous dites qu'il a un peu disparu dans ce débat, mais qui était un peu apparu au premier débat parce que personne ne le connaissait, c'est Frédéric Poisson, Jean-Frédéric Poisson. Vous le connaissez? Nous on le connaît, oui, dans les Yvelines. Vous le connaissez dans les Yvelines. Je vous propose, on va regarder un portrait de lui, puis on en reparle après. Terrorisme, délinquance, éducation, des sujets qui sont familiers à Jean-Frédéric Poisson. Ces 3 thématiques seront notamment abordées lors du second débat de la primaire de la droite et du centre, ce jeudi 3 novembre. Sur le terrorisme, je suis certainement un de ceux qui est le plus au fait du terrorisme et en particulier du fonctionnement de Daesh. Je suis un universitaire, donc je connais bien les thématiques éducatives. Je travaille les questions internationales et les questions européennes. J'ai passé 12 ans de ma vie dans les banlieues sensibles du nord de Paris, donc je suis intarissable sur les questions de sécurité. Entre 2 signatures pour la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, Jean-Frédéric Poisson pense à la manière d'aborder ce second débat. Je prépare de la même manière que le premier. Ce qui a fait la réussite de ce premier débat, c'est que je ne crois pas encore une fois qu'il faille profusion de chiffres. Le problème n'est pas de faire des effets d'annonce. J'ai une voix qui dénote par rapport à la dominante idéologique, on peut dire ça comme ça, des représentants de la droite et du centre, en tout cas tels qu'ils sont engagés dans la primaire. Et surtout, j'ai voulu essayer de manifester que les Français ont besoin qu'on leur parle de politique et pas simplement de gestion. Son directeur de campagne, Charles-Henri Jamin, coordonne l'équipe chargée de travailler sur les thématiques et confirme la sensation créée par son candidat lors de la première confrontation. C'est clair, il a gagné 30 points de notoriété en une soirée, ce qui globalement se fait en 12, 15 ou 20 ans. Les objectifs du deuxième débat, c'est de confirmer Jean-Frédéric Poisson comme étant la personne, comme je viens de vous le dire, qui porte un vrai projet, une vraie vision qui corresponde aux attentes des Français. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre se déroulera le 21 novembre. Oui, alors c'est un personnage un peu ambigu, enfin, dans la façon dont il apparaît. C'est-à-dire que dans le premier débat, il paraît quelqu'un de plutôt sympathique. Après, il fait des déclarations sur le Front National, sur le lobby sioniste, alors dont il s'excuse très vite après, mais enfin, il les fait quand même. Vous le connaissez bien, évidemment, comme élu des Yvelines. Quel est votre jugement? J'étais pas surprise ni de l'image qu'il a renvoyée en premier, c'est-à-dire que c'est un homme politique, tout le monde dit qu'il est tout à fait charmant, tous ses collègues à l'Assemblée l'apprécient. Après, il y a son positionnement idéologique qui est connu. Moi, je partage absolument rien, mais alors rien avec Monsieur Poisson. À chaque fois qu'il fait une proposition, je suis à peu près en désaccord, notamment sa vision de la société, pour moi, est une aberration. Donc voilà, je n'ai pas été surprise ni de l'un ni de l'autre, ça correspond assez au personnage. Anti-mariage pour tous, etc. Jean-Charles? Oui, moi je trouve qu'il a coulé, si je puis dire, Poisson. C'est tout à fait... non mais... Même pas entre deux eaux, il a coulé. Oui, il n'existait pas du tout, il a rien dit de prénotable. Si, un moment, mais je voulais le noter, parce qu'en regardant hier, je me dis, tiens, ça c'est plutôt intelligent. Alors, bon, il y a un point sur l'éducation. Voilà, sur l'éducation. Parce que là, je voulais, peut-être puisque vous êtes une spécialiste de l'éducation, lui, alors, il est bon pour un retour au ministère de l'Instruction publique, peu importe les mots, mais il
il protestait contre la loi Peillon qui disait, qui reprenait en exergue que c'est l'État et la famille qui sont les co-éducateurs des enfants. C'est vrai que ça pose un problème. Est-ce que c'est pas la famille qui éduque et l'État qui instruit? Bah oui. On revient à... C'est un problème de fond. Hein, c'est mais... des problèmes de fond qu'on a eu au 19e siècle, sous la Oui, Troisième oui, République, bien sûr, donc, oui. qui normalement sont tranchés. Il y a à un moment donné, quand l'école est devenue obligatoire, l'enjeu c'était ça aussi, de se dire... c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Quelle est la place des familles dans tout ça? C'est-à-dire qu'on avait à l'époque des caricatures, on montrait que les pères n'auraient plus d'autorité sur les enfants. Bon, voilà, je pense que aujourd'hui on est passé... Juste, mais c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Hein. Oui, mais l'instruction, mais pour moi, l'éducation, c'est... on va pas revenir non plus aux Beaux-Arts. Je pense à Samy Cossin, Instruction publique et les Beaux-Arts. Enfin, il s'est passé des trucs quand même depuis. Donc, ce serait bien qu'on arrête d'idéaliser un monde, la fin du 19e siècle, qui n'est plus d'actualité. Oui, mais est-ce qu'on ne demande pas trop à l'école? C'est-à-dire qu'en effet, on lui demande d'instruire, on lui demande aussi d'éduquer. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? C'est un vrai problème de fond. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'école est quand même en crise. Et est-ce que c'est pas parce qu'on lui demande trop, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une part à prendre par les familles, par l'environnement des enfants, et puis une part à apprendre qui est plutôt, en effet, à apprendre des choses par l'école et par le collège et le lycée? Oui, mais c'est un espace. Enfin, moi, oui, j'ai envie d'intervenir parce que l'école aujourd'hui, depuis qu'elle est gratuite, publique et obligatoire, pour reprendre, est un espace démocratique et citoyen. Dans le texte. Elle n'est pas obligatoire. Non, mais ça, c'est autre chose, Jean-Charles, on est d'accord, elle n'est pas obligatoire. Dire qu'elle est mais non, mais parce obligatoire. que c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit, mais on dit une bêtise. Très grande majorité de gens. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un espace démocratique et citoyen où effectivement l'instruction doit avoir lieu, puisque c'est démocratique et citoyen et que tout le monde doit pouvoir y accéder. C'est un droit, quasi. C'est normal. Voilà, je voudrais le replacer là. Après, la famille, elle, c'est un contexte. Parce que la famille a une histoire, elle porte sa culture qui lui est propre. Toutes nos familles, quelles qu'elles soient, je ne parle même pas d'origine étrangère ou autre, je parle vraiment de toute personne, a sa propre culture familiale. Et effectivement, c'est alors plus un contexte social. Alors, dans notre société d'aujourd'hui, il est encore plus fort, celui-là. Le contexte social dans lequel on vit, où il y a des choses qui sont réglées, qui ne le sont pas, il y a des choses difficiles, on est nombreux, voilà. Et c'est l'ensemble de tout ça qui doit pouvoir faire pour chaque individu un espace pour la formation de sa conscience, de son libre arbitre, de sa liberté de penser. C'est cet objectif-là qui doit être poussé en éducation. L'État a sûrement sa part dans les moyens qu'il donne à l'instruction. Donc j'y reviens, moi je n'étais pas contre ce que vous venez de dire. Je voulais juste replacer globalement dans quel espace un enfant est pour devenir un adulte. Il a obligatoirement besoin de sa culture familiale. Ça serait une mauvaise idée, une très mauvaise idée, il est prouvé de le déraciner. Je prends le mot exprès. Le contexte social doit absolument favoriser l'espace démocratique et citoyen de l'école, parce que sinon, alors là, tout peut arriver dans cet espace-là. Et comment on va pouvoir permettre à un individu de développer sa conscience, de prendre conscience qu'il a une pensée, qu'il peut la nourrir et qu'il peut en faire profiter et construire avec les autres. C'est quand même l'enjeu de cet espace démocratique. C'est juste parce que c'est mon dada. C'est pas de chance, c'est pour ça que... Non, mais là, vous m'arrêtez pas, parce que je pense que c'est l'enjeu de société. C'était hier, comme l'a dit Sandrine Gangam, c'était hier l'enjeu de société. Beaucoup de choses ont été faites et je suis d'accord, c'est l'enjeu de demain. Mais vraiment de demain, bien sûr. Et aujourd'hui, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Voilà, on n'est pas très bien. Non, mais on est d'accord. On est quand même face à une sorte de crise quand même de l'éducation. Et le rôle de la culture est absolument essentiel dans l'espace que je viens de décrire là. S'il n'y a pas de culture, de toute manière, il n'y a même pas de politique pour faire le lien avec le sujet d'avant. Je n'ai pas été très prolixe, mais la politique ne peut pas travailler s'il n'y a pas d'espace de débat et si les individus n'ont pas de conscience des choses. Donc la culture est absolument essentielle. De toute manière, je n'allais pas vous dire le contraire. Et pour en finir avec Poisson, l'autre idée... C'est la partie de pêche. Non, il est pour le retour d'un service, non pas militaire, mais d'un service civique ou national. Enfin, voilà, Ségolène Royal avait la même idée. Enfin, il y a plein de gens qui tournent autour. Moi, je trouve que en tout cas, c'est une idée à creuser. Et je trouve que c'était une pure folie de Chirac qui s'est levé un matin en disant on supprime le service militaire. Ça lui a pris comme une envie de...
C'est curieux. Moi, quoi. je veux C'est- bien, mais si on a réglé ce contexte citoyen et démocratique, surtout de l'accès à la connaissance, parce que le savoir, c'est une chose. Mais voilà, moi, j'aimerais bien qu'on aille vers l'accès à la connaissance. Voilà. C'est quand même Justement, pas pareil. Puisqu'on parlait de Benoît Hamon que vous soutenez, qui était, je crois, le seul ministre de l'Éducation nationale à ne pas faire de rentrée scolaire, il y a des propositions nouvelles en matière d'éducation Oui, de votre part, enfin de part de la gauche. Ben, enfin, je pense que dans les choses qu'il va falloir vraiment il faut mettre les moyens supplémentaires, parce que pour le coup, moi je fais partie de ceux qui sont assez critiques sur ce qui s'est passé depuis 2012, mais je pense qu'en éducation, il y a eu des choses faites, notamment sur le recrutement, quand on a entendu NKM qui expliquait qu'il n'y avait pas de lien entre le nombre d'enseignants et la réussite des élèves, elle n'a pas mis beaucoup les pieds dans les écoles, parce que là, notamment à Trappes, où on a plus de maîtres que de classes, je peux vous dire que c'est vraiment utile, et ça, c'est grâce aux recrutements qui ont eu lieu. Mais dans les points encore à améliorer, il y a notamment la question qui n'est jamais réglée de la culture et de l'enseignement artistique à l'école. Ça fait partie des choses où il y a vraiment... où on continue de considérer que c'est le rôle des villes, par exemple, où c'est les familles qui font pas, et qui parfois ne font pas. Or, ça devrait être le rôle de l'éducation nationale d'au moins offrir la possibilité, par exemple, d'une pratique musicale. On apprend à lire, on devrait apprendre à pratiquer la musique. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir artiste, c'est pas le problème. Mais c'est un apprentissage qui, pour moi, est absolument Je suis tout à fait nécessaire. de votre avis, mais j'ai l'impression que le problème, c'est souvent qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui savent à peine lire ou qui ne maîtrisent pas les fondamentaux en arrivant au collège. Alors, L'échec scolaire, c'est quand même le premier problème. voilà, non si on leur dit qu'en plus ils ne savent pas lire, mais qu'on va leur apprendre autre chose. Vous avez vu toutes voilà, les essayons études de qui leur ont été apprendre à lire, faites, déjà. toutes les études qui ont été faites qui montrent que la pratique, par exemple musicale, développe tout ce qui est cognitif et le cerveau. Et en fait, c'est une aide. C'est pas en enlevant que les enfants arrivent à mieux, c'est en faisant différemment, et notamment par la culture et par la pratique artistique, on arrive à des choses extraordinaires. Sur la pratique théâtrale, par exemple, permet à des gamins, par exemple, d'aller lire des livres alors qu'ils n'auraient pas eu cette appétence sans ça. Donc, Non, mais je suis d'accord, mais c'est très compliqué quand même, parce que il y a quand même ces fondamentaux à acquérir, et qui, voilà, je pense que tous les gens dans des collèges, disons, non défavorisés, dans des environnements plutôt privilégiés, et aucun problème, bien évidemment, on peut rajouter des doses de culture, de musique, de théâtre, etc. Ça ne posera aucun problème. Après, dans des endroits un peu plus risqué et compliqué, voilà. c'est l'inverse, c'est vraiment l'inverse. Il faut vraiment mettre le paquet. Je pense que si on ne sait pas lire, c'est gênant quand même. Mais oui, mais on peut accéder à des apprentissages de la lecture et de l'écriture, et là encore je rejoins Sandrine, à travers des ouvertures vers des pratiques. Par exemple, moi je prends le secteur de la danse. Il est certain qu'à travers un apprentissage de la danse, donc la présence du corps dans l'espace et en mouvement, mais vous pouvez tout à fait arriver à régler des questions sur l'écriture ou des blocages. Et les enseignants d'ailleurs s'en servent énormément, parce que ce qui est intéressant dans les pratiques artistiques, c'est comment tout l'éveil et le cursus pédagogique va se mettre avec la pratique artistique. Et ça, normalement, les projets sont conçus comme ça à l'éducation nationale. Alors là, je rejoins Madame. Il faut multiplier encore par 2 le nombre de maîtres. Par 3. Oui. Ah non, par 2 le nombre de maîtres. Non, mais- par 3 le nombre de, enfin le voilà, niveau donc, de K euros, du millier d'euros d'investissement à ce Dans niveau-là, l'éducation. pour ouvrir des pédagogies différentes. Mais bien entendu. Donc voilà. Enfin, bon. Mais justement, c'est le vieux débat entre la laïcité, les laïcs purs et durs, et puis ce qu'on appelait les pédagogistes. Enfin, est-ce qu'il faut ouvrir l'école sur la société, ou est-ce qu'il faut au contraire la resserrer sur l'instruction? C'est un débat qui traverse toute l'histoire de l'école, évidemment. Mais est-ce qu'un des problèmes quand même qu'on rencontre, c'est pas qu'on part sur cette fiction qui est le principe même de la laïcité, c'est-à-dire que l'enseignement doit être le même partout et pour tous. Or, ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, vous avez quand même des lieux qui sont très favorisés, des lieux qui sont beaucoup moins, et il y a une inégalité quand même terrible dans l'éducation. On voit bien que la reproduction sociale n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Ceux qui réussissent à Normal Sup ou à l'ENA, ce sont les enfants d'enseignants, ou ce sont les enfants de classe favorisée, et de plus en plus, il y a de moins en moins d'enfants d'ouvriers, donc il y a quand même un échec.
Malgré les dépenses de moyens. L'inégalité se creuse au fur et à mesure des années. Ou alors ça, de c'est- considérer le temps de l'apprentissage, parce qu'on est d'accord, il y a bien des milieux privilégiés, ou des secteurs ou des contextes qui sont privilégiés ou favorisés, où l'apprentissage peut aller relativement vite. Bon, peut-être qu'ils peuvent en avoir peut-être un peu plus. Et là où les choses sont peut-être moins faciles, est-ce que le temps de l'apprentissage, lui, peut être développé de façon différente, Oui, mais c'est ça, mais est-ce qu'il amener faudrait plus pas- de choses sur des secteurs d'ambition réussite? Là, on a fait le c'est collège bien ce qui se unique, passe. on a fait des choses comme ça, comme si, Enfin, si moi, je pense c'était la qu'il même n'y a chose pas absolument une partout. unité, il y a un espace-temps qui est nécessaire. D'abord, en plus, Est-ce que ce ne serait pas ça une des solutions, c'est-à-dire d'avoir des solutions très différentes en fonction des collèges, en fonction des milieux, en fonction de l'origine des... C'est ce qui est notamment proposé dans la réforme du collège. Le problème, c'est que sur les réformes de l'éducation, on voit les résultats une génération après. Et donc, par exemple, là, le fait que maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre le paquet sur l'enseignement primaire. C'est là où tout se joue. Donc, voilà, c'est là qu'il faut. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais le problème, et notamment pour avoir les fondamentaux de lecture, etc. Mais les efforts qui ont été faits là depuis 2012, notamment sur le primaire, parce que c'était le premier élément, pas très original, mais de la logique qui était proposée. On ne voit pas les résultats maintenant. On va voir les résultats dans 3, 4, 5 ans. Et tout ce qui est PISA, etc., on voit bien que ça, il y a un décalage toujours entre... On est quand même en recul à chaque année. Oui, mais on est dans le temps long et c'est le problème on est là, on mesure les résultats du temps où Jack Lang était ministre de l'Éducation nationale, je crois, à peu près. Mais c'est tout le problème de pouvoir évaluer les politiques, notamment quand ça touche l'humain, et où les décisions, elles sont lourdes. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à la façon dont c'est organisé. Par exemple, sur les primaires où on a les classes CE1, CE2, CM1, CM2, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, voilà, à 11 ans, on rentre au collège, mais avant, on va acquérir des connaissances avec des espèces d'unités de valeurs, je ne sais pas quoi, où les enfants puissent progresser sans qu'il y ait forcément de cette espèce d'échec où je redouble, parce que le problème du redoublement se pose systématiquement et les gens ils redoublent pas. Mais on pourrait peut-être imaginer différemment plutôt que de rester complètement dans notre carcan. Ce que vous décrivez, c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Mot pour mot la méthode Montessori, par exemple. Et il y a d'autres méthodes, mais c'est exactement ça. Freinet, C'est-à-dire que les enfants sont absolument libres de choisir à la semaine et après au mois et même dans le trimestre s'ils font des efforts sur les maths, s'ils font des efforts sur la lecture, s'ils font des efforts sur le dessin. Et effectivement, il y a des évaluations et au bout d'un certain temps, on dit OK, le niveau est acquis. Et ça fonctionne partout où c'est essayé, ça fonctionne. Dans tous les pays et en France aussi. Ce qu'on a entendu hier ne va pas dans ce sens-là. Non. C'est pour ça que j'ai... Mais il y a une enseignante qui a fait une expérience, je ne retrouve plus son nom, cette enseignante qui a fait une expérience intéressante justement, où elle met tout en transversalité. Elle abat les barrières dans son enseignement. Elle a mélangé plusieurs par contre. Elle n'a pas été virée de l'Éducation nationale? Elle y était rentrée rien que pour tester ce qu'elle croyait être. J'ai trouvé ça d'une force féminine très, très importante. J'ai trouvé que vraiment elle était maligne. J'ai pas lu encore son bouquin, mais je vais le faire parce que c'est intéressant. Et depuis, mais elle ne souhaitait pas y rester. Elle souhaitait tester ce qu'elle... voilà. Ça tombe bien parce que le ministère ne souhaitait pas qu'elle reste non plus. Ben non, et je dirais que c'est quand même, la triste conclusion de notre échange, pourtant intéressant, certainement plus intéressant que celui d'hier pour la primaire de la droite, mais c'est quand même triste qu'effectivement, il y a quand même des choses qui vont pas bien droit. Pourquoi on ne consulte pas cette personne plus d'autres qui ont certainement de bonnes idées? Il faudrait, mais je veux dire, c'est vraiment un choix politique. C'est tout politique de dire un jour, OK, on y va parce que dans le monde entier, ça fonctionne. En France, dans toutes les écoles où c'est testé, ça fonctionne. Donc, il y a juste à dire, OK, on y va. Mais c'est un peu ce que disait Alexandre Jardin quand il avait piqué son coup de gueule, c'est de dire qu'il se passe des tas de choses en France avec des tests, des essais qui sont très concluants, mais les hommes politiques qui... Ils n'écoutent pas. Il faudrait prendre à bras le corps des experts qui parlent. Voilà mon programme, voilà ce que je veux faire, mais ils ne vont pas demander à faire remonter du terrain ce qui se passe dans les associations. Dans le mythe d'un âge d'or d'une éducation qui était extraordinaire. Alors, cet âge d'or, je pense qu'il n'a jamais existé. C'était peut-être plus simple aussi.
Voilà. Oui, c'était plus simple parce qu'il y en avait beaucoup qui n'allaient pas en 6e, donc voilà, on faisait le tri avant, on ne se posait pas la question. Donc, mais l'autre problème, c'est aussi le principe de réalité qui fait que c'est une énorme machine et que l'éducation nationale et que la question de... C'est pas facile à bouger. Non, mais c'est pas simple et c'est pas qu'un problème de mauvaise volonté, c'est qu'aussi c'est un problème d'organisation et de... Non, mais dès qu'on parle de changement en France, tout le monde se met sur ses ergots et on bouge pas, quoi. C'est surtout, quand même, donc, effectivement, le cœur d'un changement vraiment intéressant et important pour la France, hein, et ça prend longtemps. Le cœur, il est là, hein, dans l'éducation, c'est comment on forme nos jeunes têtes blondes, pas blondes, et d'où qu'elles viennent. Et d'où quand qu'elles on viennent, entend surtout. qu'hier, ils nous disent qu'il faut revenir à la blouse. Oui, Je veux dire, non, si- mais ça n'a aucun Non, intérêt. mais- Ah, non, oui, mais ça, on n'est même pas là. il y a moins de Non, mais plein de enfin, gens qui sont pas- c'est pas le cœur du sujet. C'est pas quoi. le cœur du sujet, mais je trouve qu'en Une revanche... question d'égalité, ça, non? Oui, Mais pourquoi pas? Mais ce dire, serait pas réglons une- d'abord le problème de Enfin, fond, je veux parce dire, que Oui, ça oui. n'est pas c'est pas la ce que je- priorité. Enfin, Ça dépend si vous êtes vendeur de blues. C'est ah oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ça devrait Ouais, être... pour monter une boîte de blues. Bon, Ouais. on n'aurait pas le moral aussi, hein, Patrice. Être chanteur de blues. Ouais, c'est ça. C'est les maîtres qui devraient revenir en blues. Ah non, moi je suis contre. On les respecte. Si c'était mieux habillés, je pense qu'on les respecterait mieux. Je pense que c'est beau- méchant. quand on voit beaucoup de profs qui arrivent, moi je suis toujours choqué. À chaque rentrée scolaire, il y a le même reportage sur TF1, sur France 2. On voit la rentrée des profs. On voit le proviseur qui est dans un costard impeccable avec une cravate, etc. On voit tout de suite les proviseurs, il n'y a pas besoin de banc-titre. Et puis, il y a une foule de mecs en basket, en tongs, en jeans. C'est le prof de gym. Non, et ça, c'est tous les profs qui sont là. Et là, je me dis, après, allez dire aux élèves, bah oui, non, mais c'est un métier, il faut respecter, etc. Le type qui arrive en tongs, en chemise hawaïenne, on dit, enfin, j'ai un peu de mal. Carlos, Mais- Ah, et vous êtes, C'est un peu caricatural. non, mais c'est... Non, Je connais des lycées où on est bien habillé. non, mais il y en a... Non, heureusement, c'est pas la majorité, mais C'est le prof ça existe quand même. de travaux manuels et le prof de sport. Non, pas du tout. Non, mais mais je plaisante. sinon, il y a un truc, puisqu'on parle d'éducation, qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'ils ont fait. faudrait qu'on en- parle de Laurent Deutsch. Voilà, mais on va y venir parce que c'est un petit peu déjà de l'histoire et c'est en Italie. En Italie, ils font un chèque de 500 € pour chaque étudiant de 17 ans à dépenser uniquement sur des biens culturels. Chaque personne de 17 ans en Italie touche 500 € avec une carte, enfin une application qui Pour aller au musée, pour aller- télécharge le cinéma, les Ouais. livres. Les musées, tout ce qui est culturel, uniquement culturel. Et c'est pas un billet de 500, c'est un truc. Et ils vont dans les musées, ils vont dans une librairie, 500 €. très bien, ça. C'est extraordinaire. Et parce que l'idée, c'est de dire du Premier ministre italien, c'est de dire on met 1 € pour la sécurité et contre le terrorisme, on met 1 € dans la culture. Et donc c'est On va aller vivre en Italie. Sabine. Je vais aller vivre en Ça a été Italie. Sabine. testé, en Sabine. région Sabine. Rhône-Alpes. ouais. Il y avait eu, il y a un pass culture qui avait été fait Oui. avant Wauquiez, qui existait. Que nous, à la région Île-de-France, on avait essayé de copier. Le problème, c'est le coût, en fait. Ah, ben, c'est Oui. astronomique. C'est- Non, mais c'est Et au niveau vrai des que- régions, parce que les régions s'occupant des lycées, ça avait été pensé. Il y avait un vrai problème de coût, mais Voilà, mais surtout, Mais ça aussi, après, c'est je sais du- pas du tout comment ça peut être financé. Je ne comprends même pas comment l'Italie arrive à s'offrir un truc pareil. Mais bon, C'est du vrai long terme, ça, de dire 1 € Ouais. contre le terrorisme, 1 € pour la culture. Hein. Là c'est aussi, c'est intelligent. peut-être pas des résultats On va qu'on voit créer tout de suite, mais peut-être, c'est ça favorise toujours l'espace démocratique Ah. et citoyen. Un mot, parce qu'on en avait parlé la dernière fois de Laurent Deutsch, vous savez, l'auteur de Métronome. Donc il était invité à Trappes, hein, si les souvenirs sont exacts, pour parler de l'histoire. Et les enseignants de Trappes ont protesté, ce qui fait qu'il a renoncé à venir en disant voilà, c'est une vision très conservatrice de l'histoire. nous n'avons pas à faire aimer C'est la le France. roman national, etc. Vous en avez Non, pensé mais, quoi de cette polémique? ce qui s'est passé en Vous réalité, enseignez- puisque vous moi j'enseigne l'histoire, l'histoire, et ouais, c'est donc pour j'étais ça, tout oui. à fait solidaire de mes collègues qui ont joué un vrai rôle d'alerte là, de lanceur d'alerte pour le coup il y a eu une première incompréhension qui était le fait que c'était un spectacle que pour les scolaires, hein, et que l'information qui avait circulé, c'est que ça serait obligatoire pour les élèves des collèges de Trappes d'aller écouter Laurent Deutsch. Et donc, ses collègues ont dit, on ne comprend pas pourquoi c'est obligatoire, et il n'y a pas de raison que, particulièrement, ils viennent nous dire à nous comment enseigner l'histoire et comment faire que nos élèves aiment l'histoire. Sous-entendu, nous, on ne sait pas le faire, on ne sait pas leur faire aimer l'histoire. Donc, ils se sont manifestés à ce moment-là. Et donc l'éducation nationale a précisé qu'effectivement ce ne serait pas obligatoire, et la polémique donc ensuite a enflé, Oui, oui. et donc il a été décidé que le spectacle Une conférence, tiendrait c'est pas. plus qu'un spectacle, mais... Oui,
je comprends pas dans ce que vous nous dites, c'est que il n'a jamais été question que Laurent Deutsch apprenne aux enseignants ce qu'est l'histoire. C'était exactement C'est-à-dire que c'était présenté comme ça, en fait. Enfin, C'était un cours d'histoire. Non, c'est une conférence. Enfin, on en avait parlé la dernière fois. Bah, Quand une Alain Decaux faisait une conférence... Ah oui, mais alors il ne faut pas mélanger. Moi, je suis à fond pour les vulgarisateurs, voilà, au bon sens du terme. Mais alors, Alain Decaux, et franchement, c'est pas comparable avec Laurent Deutsch. C'est un problème de personne. Alors, donc c'est Laurent Deutsch qui vous... Ah oui, mais oui, le problème, c'est Laurent Deutsch. Mais qu'est-ce qui dérange alors, qu'est-ce qui vous dérange chez Laurent Deutsch? Mais c'est que s'il n'apprend pas l'histoire, il apprend n'importe quoi. Ah bon, il apprend n'importe Enfin, quoi. Au-delà de son propos idéologique, on n'adhère pas, mais enfin, il a aussi une vision idéologique. C'est ça qui lui reproché en réalité, non? C'est visiblement ça le fond du Non, problème. l'autre problème, c'est qu'il écrit n'importe quoi. Et que moi, mes élèves, j'ai pas envie. C'est comme si on explique qu'on va faire assister à une conférence sur les mathématiques avec des gens qui sont pas du tout formés aux mathématiques. Oui. Enfin, lui, Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un débat dans ce cas-là? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec une vision historique ou un fait historique qui rapporte, vous avez bien le droit de dire c'est faux. C'est un peu votre rôle de prof, justement, de dire vous avez entendu Laurent Deutsch. Parce qu'il vend quand même à 3 ou 4 millions d'exemplaires. Vous emmenez des élèves à... Il y a un côté institutionnel, quoi. Il y a quelqu'un qui est sur scène, qui raconte, et après vous allez dire à vos élèves, en fait, on vous a emmené là, mais ce qu'il raconte, c'est juste n'importe quoi. Non, n'importe quoi, c'est peut-être un peu excessif, mais si on suit votre raisonnement, donc vous n'emmenez pas vos élèves au cinéma non plus. Ah si, parce que moi, pourquoi? Je choisis. Parce que donc, quand vous allez au cinéma, tout ce que le metteur en scène dit et montre, vous êtes d'accord, et c'est 100% exact et certifié. Ce que je veux, moi, c'est que mes élèves, quand je les emmène quelque part, ça soit utile et que ça soit quelque chose de qualité. Je considère que Laurent Deutsch, c'est pas de la qualité par rapport à l'histoire. Alors soit c'est du spectacle et d'autres spectacles qui, à mon avis, sont mieux que ça, soit c'est de l'histoire, et si c'est de l'histoire, c'est pas vers ce type de personnes que j'emmène mes élèves. C'est pas une référence historique. Est-ce que ce que vous lui reprochez, pas ce qu'on lui reprochait, quand on voyait le communiqué des enseignants, c'était quand même ça, c'est de vouloir inscrire en effet cette histoire dans ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire que en gros, voilà, il y a une histoire qui a forgé la France, et on voyait bien d'ailleurs dans le communiqué des enseignants qui disaient mais au fond on a affaire à des élèves qui viennent souvent de l'immigration, donc qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette histoire. Or, l'un des principes de Laurent Deutsch et d'autres, c'est de dire, voilà, ce que disait un peu Sarkozy avec nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire que si on est en France, il faut s'approprier l'histoire française. Mais c'est ce qu'on fait. Dans le communiqué des enseignants, c'était ça qui était contesté, en tout cas. L'histoire, là, on rejoint l'idée de l'âge d'or d'une école, etc. Enfin, c'est même pas qu'il fait du lavis. Il fait pas du lavis. Puisqu'on pourrait très bien se dire, c'est une vision, une façon d'enseigner l'histoire comme on le faisait à la fin de la Troisième République, avec effectivement un roman national, des grands personnages. Mais le problème, c'est qu'il fait pas ça. C'est pas ça qu'il fait. C'est ça, mais de manière mauvaise, avec des erreurs, enfin, je sais pas si vous... Non, mais qu'il y ait des erreurs, mais je comprends pas, parce que vous dites qu'il enseigne l'histoire. Il n'enseigne pas l'histoire, il raconte une histoire. Mais il n'a jamais dit qu'il était prof, et il ne veut surtout pas prendre votre place. C'est ça que je ne comprends pas. Vous dites, il enseigne, mais il n'enseigne pas, il n'a aucune envie d'enseigner. C'est un raconteur, c'est un comédien, il s'est piqué d'intérêt, vous devriez plutôt être contente qu'il adore votre matière. Bon, et au lieu de ça, on lui tombe à bras raccourcis en disant, oui, c'est un scandale, etc. Mais bien évidemment, qu'il y a des conneries dans son livre. Bon, et alors, qui n'en a pas écrit et je pense que c'était justement votre rôle de est-ce que justement, de dire, voilà, ça, c'est pas exact. Il a vendu à 3 ou 4 millions d'exemplaires, Métronome. Donc, est-ce que c'est pas, au fond, le rôle des enseignants, justement, de l'accueillir, de dire, attendez, on n'est pas d'accord sur ça, ça et ça, plutôt que de boycotter. C'est pas ça du tout, le projet. Vous imaginez bien que la manière dont c'est présenté, c'est pas ça. C'était pas un débat contradictoire. On n'emmène pas les élèves à un débat contradictoire. La contradiction, c'est vous qui pourriez l'apporter après. Quand vous emmenez les enfants au cinéma, ils regardent le film. Vous n'êtes pas là devant l'écran. Attendez, là, vous voyez, le plan n'est pas terrible. Vous laissez les enfants regarder le film. Et après, vous pouvez leur dire... Typiquement, c'est Trappe aussi derrière qui est visé. C'est pas une conférence qu'on envoie les élèves de Versailles. Et donc, mais quelle est la différence? Alors là, je ne comprends pas. Il y a une différence
les élèves de Trappes ne peuvent pas avoir accès à Laurent Deutsch, Ah mais non, moi l'élève je de préfère Versailles qu'ils peut aient avoir... accès à l'excellence. Et en C'est-à-dire revanche, que- l'élève de Versailles, lui, il a accès à Non, Laurent mais Deutsch, mais juste, c'est pas on n'y bien. pense pas. Laurent Deutsch à Versailles, Si, on si, n'y si. pense pas. Bien sûr, Laurent Deutsch, Dans les à classes part de Trappes, Versailles, il à est À la chier. Bruyère, vous allez demander aux collègues de la Bruyère d'accueillir Mais non, hier Laurent mais- Deutsch, vous allez voir comment ça va être. Non. Mais Laurent Deutsch a fait des tas de conférences. les Le seul petits endroit où il était immigrés- censuré, c'est à Les Trappes. petits immigrés de Trappes, eux, ils peuvent écouter de la sous-culture et de la sous-histoire parce que bon, ils ont un cerveau qui sera à peu près disponible pour ça. C'est absolument insupportable cette manière. Moi, je veux l'excellence pour les élèves de Trappes et Laurent Deutsch, c'est pas l'excellence. Donc, s'il y a une conférence type Alain Decaux, oui. Si c'est Laurent Deutsch, non. Bah, écoutez, Florence Je suis plutôt d'accord avec Sandrine sur le fait que... Enfin bon, j'ai pas bien suivi cette histoire, donc je la découvre un peu au travers du débat. Mais c'est vrai que s'il y a enfin, je me mets côté enseignant et je comprends un peu leur réticence dès lors que c'est quelqu'un, même si c'est romancé, mais si c'est romancé et que c'est pas bien fait, j'en sais rien moi. Mais est-ce Je- que, je le parle débat d'un est pas, truc- est-ce que le débat est pas mieux que le boycott, Bah oui. pour dire les choses Mais oui, mais est-ce que simplement. c'est pas le format? Enfin, je pense que on oui, parle d'accord, mais d'ouverture, Quel on parle espace de dire, débat? Parce que là, je suis pas comprends sûre pas. qu'il y en ait un. Il faudrait Mais que les non, enseignants aient créé l'espace de débat. Donc, ils aient préparé les élèves à écouter. Moi, je connais pas non plus. J'ai pas lu ce que raconte Laurent Deutsch. On est vraiment sur une culture officielle, parce que là, depuis le début de Non, mais l'émission, Jean-Charles, on dit qu'il faut Jean-Charles, mettre de l'argent non, dans la je voulais- culture, etc. Non, non, Et là, Jean-Charles, je voulais Laurent juste Deutsch, redonner. les blagues boulées, on dit non, là, Je c'est voulais l'horreur, juste on en veut redonner pas. un contexte de Bon. situation. C'est que l'enseignant prépare des élèves à écouter peut-être cette conférence, bon, qui ne semble pas être d'un niveau, voilà. Mais moi, je suis un peu comme Florent, j'irai J'en pas. sais rien. Moi non plus, j'ai pas lu. Toujours est-il que du coup, les Il va falloir que enseignants vous sont. lisiez un peu, parce que ça fait 2 ou 3 fois que vous n'avez pas lu. Mais on peut lire d'autres choses. Non, ce que je veux dire, c'est que les enseignants, du coup, après, doivent créer le débat. Ou alors, dans ces cas-là, il aurait fallu entamer un débat avec Laurent Deutsch, rien qu'avec des enseignants. Et les élèves, ils profitaient du débat après pour se rendre compte des choses. collégiens, Mais c'est c'est pas pas dans des le... lycéens, c'est Tu des comprends ce que je veux dire? collégiens. C'est pas dans le bon sens des choses. Non, franchement, je comprends pas. Non, je vois pas la différence avec un film, une promenade au musée. Mais non, Bon, mais alors, c'est pas ça, Non, c'est que là, tu on est poses sur un thème. Non, mais la tu différence, poses c'est quelqu'un que qui a c'est porté qu'aussi une parole mais aussi- indéniable. On voit bien que le truc est politique. Bon, après, je veux dire, Oui, mais on c'est aime ou politique pas de cette- partout, on je aime ou pense. pas cette Oui. façon de faire. C'est- Vous l'avez très bien dit, les enfants de Versailles ont le droit d'aller voir Laurent Deutsch. Mais, Non, ils n'y vont pas, justement, on leur propose pas. mais pas les immigrés. Pas eux, on leur après, propose pas On eux. pourra regarder où se vend le livre de Laurent Deutsch et où il se vend pense qu'à pas. Versailles, Vous verrez ça- que je pense qu'à Versailles. Enfin, en tout cas, c'est pas au collège de Versailles qu'on l'a proposé, bizarrement. Voilà. Je vois pas. Et qui est on, d'ailleurs le problème. Qui Mais est- c'est l'association, en fait, je ne sais plus comment elle s'appelle, de promotion du livre à Versailles, C'est ça. qui est subventionnée par Alors c'est Monsieur vrai qu'il y Bédier. avait déjà eu une première polémique, parce que je crois que le premier invité était Dimitri Casalis, me semble-t-il, qui a aussi une vision un peu plutôt qu'on pourrait dire à droite. Quoi, Moi, de- j'ai de- pas de l'histoire. envie qu'on explique que la France était belle sous les rois et c'était tellement extraordinaire, Louis XIV, et ça correspond pas à la réalité de l'histoire. C'est même pas la question d'un positionnement politique. Je veux dire, Bah, quand moi, même, un petit peu, quand même. Pierre Chenu, il était monarchiste, historien. Très réac. Et très bon historien. Moi, si j'ai un Pierre Chenu qui vient devant mes élèves, mais je dis bravo, Ouais. super, Ouais. c'est Bah, pas le ouais. problème. Voilà, donc il y a quand même une Non, histoire. mais il y a Enfin, je c'est- crois qu'il y a un problème vrai de qualité. problème de positionnement de cette. Soit c'est effectivement c'est un spectacle lambda, hein, Non, c'est soit un c'est spectacle, vraiment c'est une une conférence. Non, mais c'est Non, mais il c'est a une fait des conférence. livres. C'est un spécialiste. Soit c'est une conférence et on offre. Comment vous quel- expliquez d'ailleurs, pardon, mais on voit quand même, il y a un succès de librairie qui est incontestable, hein, de Laurent Deutsch, vous disiez plus de 3 millions d'exemplaires pour ses livres. On voit le succès d'émissions comme Secret d'Histoire à la télévision. Est-ce que ça ne vous pose pas quand même un problème sur l'enseignement de l'histoire? Est-ce que c'est pas, ce succès-là ne s'explique pas parce que, justement, il y a peut-être un déficit si dans c'était l'inverse. l'instruction de l'histoire? Si c'était l'inverse. C'est parce que, au contraire, on continue en France d'enseigner l'histoire, de la Mais il y a sixième une jusqu'à la... appétence formidable Oui, pour l'histoire. et donc On le voit quand même. on a cette spécificité d'enseigner l'histoire et la géographie et de faire que derrière, ça reste des succès de librairie et qu'il y a une envie avec des gens qui, après, quand ils sont adultes, disent « mais finalement, je n'ai même pas assez profité quand j'étais jeune par rapport à ce que on a pu m'enseigner ». Donc non, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a aussi
de la réflexion sur d'où on vient, et ça rejoint aussi les questionnements politiques. Bien sûr. Et après, moi, quand on explique que on fait le Moyen-Âge au collège et en seconde, quoi, si on explique aux élèves que le gothique, c'est parce qu'il y a eu les goûts en France, il y a un problème, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est pas sérieux, c'est juste pas sérieux, quoi. Très bien. C'est bien de revenir sur ce sujet. Il y a un problème à l'école, évidemment, qui est un problème grave, c'est celui du harcèlement. Je propose qu'on regarde un sujet sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre ce harcèlement à l'école. Ces jeunes sont bien en train de mener une enquête, mais ne jouent pas. Ils cherchent à découvrir qui est harcelé. Ils sont les ambassadeurs lycéens de lutte contre le harcèlement. Être ambassadeur, c'est une manière de faire avancer les choses, je pense. D'aider ceux qui sont victimes de harcèlement, de mieux connaître les gestes ou les attitudes à avoir. On sera peut-être plus à même de voir certaines choses que les profs et les équipes éducatives ne pourront pas voir. Je trouve que c'est important qu'on sache un peu ce qui se passe dans les collèges, les lycées et les écoles. Et donc, si je peux en fait contribuer à cela et l'expliquer à d'autres camarades de mon lycée, je trouvais ça intéressant. Pour la deuxième année, la direction départementale de l'éducation nationale forme ses volontaires, notamment à la question du harcèlement à travers les réseaux sociaux. Un enfant sur 10 serait harcelé à l'école. Avec le développement des outils numériques et avec la banalisation de l'usage de ces outils, nos jeunes, nos enfants sont de plus en plus exposés, et ce dès le plus jeune âge, puisqu'on a pris aujourd'hui conscience que l'école n'échappait pas à ce phénomène. C'est donc un phénomène important qui peut avoir des conséquences graves, durables d'ailleurs, pour certains cas. 11 lycées de tout le département ont participé à cette journée de formation. Collégiens et primaires devraient eux aussi être concernés. Selon une enquête HBSC, le harcèlement au collège aurait baissé de 15% entre 2010 et 2014. Oui, c'est un vrai problème, évidemment, le harcèlement à l'école. C'est compliqué pour un enseignant de se rendre compte de ça? Très. Ouais. Oui. Je ne suis pas sûre d'ailleurs d'être la mieux placée, même d'en parler, parce que justement, on est dans un système où, malheureusement, souvent, nous, on ne voit pas. Donc, là, il y a la prise de conscience qui est aussi nécessaire de notre côté, parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a le statut de l'enseignant qui fait qu'à un moment donné, on crée aussi de la distance, qui est souvent nécessaire, mais que parfois, ça pose problème pour voir aussi des réalités qui se passe en dehors de la classe, souvent. Alors, j'ai eu un dossier comme ça à traiter d'un enfant qui était au collège, qui était en 4e, et qui était, alors c'est la tête de Turc, mais qui est devenu harcelé, c'est-à-dire que systématiquement, quand il sortait, les pneus de son vélo étaient crevés, il était harcelé, mais il n'en parlait jamais. Ouais. Et ses parents, au bout d'un moment, se sont dit, c'est quand même bizarre qu'il arrive tous les soirs avec son pneu crevé. Enfin bon, il a commencé à lui parler, comment ça va, et puis petit à petit, le gamin a craqué et a parlé. Mais dans la classe, il y en a qui s'en avaient aperçus, qui ne disaient rien, une espèce d'omerta autour de toute cette problématique d'harcèlement. On retrouve la même chose dans les entreprises. Hein. C'est le jour où ça sort, tout le monde est un peu surpris en disant on n'était pas au courant, on n'a pas vu, parce que ce n'est pas dénoncé. Et donc l'enfant, une fois qu'il a dit ça à ses parents, a dit je ne veux pas que vous en parliez au collège, parce que sinon ça va être encore pire pour moi. Le père a quand même envoyé un mail au directeur en disant voilà ce qui se passe, j'aimerais vous rencontrer. Le directeur en a parlé au surveillant, et le lendemain, le gamin était à la cantine, et le surveillant est venu voir le gamin en disant « Alors, comme ça, il paraît que t'es harcelé ». Délicat. Délicat et subtil. Et donc, le gamin est rentré chez lui, fou furieux. Enfin bon, ça a mis un bazar pas possible. Et le directeur n'a pas reçu... Enfin bon, là, il y a un problème aussi interne, mais le directeur n'a pas reçu le père. Il a fallu qu'on agisse un peu pour qu'il se passe quelque chose, quoi, et protéger cet enfant qui était... Bon, et je pense que ça arrive. La nécessité de cette prise de conscience-là et de faire monter ce sujet comme un vrai sujet, et qu'il n'y a pas de fatalité. Effectivement, on peut changer les choses. Et on voit que l'école doit être un lieu de coéducation, pour le coup, où il n'y a pas que la relation élève-enseignant, mais il y a aussi tous les autres acteurs qui doivent jouer un rôle. Vous parliez tout à l'heure des surveillants qui doivent jouer un vrai rôle aussi. Oui. Non, mais il faudrait qu'il y ait un référent un peu neutre. Quelqu'un qui puisse parler, au fond. Voilà, qui on puisse parler en que la parole puisse circuler à un moment. Oui, c'est vrai, parce que
bah oui, non, mais ouais. il faut parler, quoi. Si sur la porte du référent, il y a marqué référent harcèlement, ça va Ouais, être compliqué de c'est pas pousser la porte. Non, parce qu'après, ça crée des victimes il y a pas que le harcèlement. qui ont beaucoup de mal à se remettre dans la vie. On est quand même sur des très jeunes personnes. Ouais, bien sûr. Et d'être harcelé comme ça, c'est victimiser quelqu'un. Et on sait très bien qu'un individu a beaucoup de difficultés à dépasser cet état de victime et à vivre Non, mais de d'autant façon plus qu'après, normale. ça déborde sur les réseaux sociaux. C'est voilà, et on arrive à des cas comme on avait eu l'année dernière d'une jeune fille qui s'était Oui, suicidée. c'est ça, il y a des Enfin, bon, suicides, il y a- après derrière, ça peut aller Il y a, très loin. il y a quoi. aussi les réseaux sociaux qui jouent beaucoup là-dessus, On avec sort un le livre harcèlement. sur le sujet. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Ah oui. Oui, au mois de mars. Ouais. Oui, non, et On en reparlera, alors. des enfants qui traînent ça et qui le payent après, plus tard, en tant qu'adultes, Non, mais c'est et qui oui, portent oui. ça. C'est difficile, c'est très difficile. Il nous reste moins de 2 minutes, pardon. Juste un mot. Mercredi prochain matin, on connaîtra la présidente ou le président des États-Unis. C'est terrible. On voit que là, c'est en train de se retourner un peu. Vous avez peur ou pas de ce qui risque de se passer? Oui, enfin, moi j'espère fortement que Clinton, oui, Clinton, je pense, même si on voit bien tous les problèmes qu'il y a derrière, mais j'espère évidemment que Clinton va l'emporter. Enfin, c'est Est-ce que, tellement- est-ce que ça nous dit quelque chose, au fond, ce qui se passe aux États-Unis? Parce qu'on sait très bien que ce qui se passe aux États-Unis rêve généralement 10 ou 15 ans chez nous après. Moi, si je peux me permettre, c'est raccorder avec le sujet du début là, sur les primaires, où on avait des candidats qui essayaient de sortir parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui sortait du lot, ce qui a été annoncé au début. Et ben là, on n'a pas des bons candidats. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la presse et les Vous ne analystes. seriez pas heureuse qu'il y ait une femme présidente? Si, ce que je veux dire, c'est que pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi c'est un combat où on se croirait dans un combat de boue dans un village de western, c'est parce qu'on n'a pas des candidats qui ressortent du lot. Donc les journalistes, la presse, les soutiens financiers des campagnes, enfin tout le monde joue son rôle d'agitateur, machin. Et voilà, non, mais c'était forcément Hillary Clinton. En plus, pour les États-Unis, ce serait quand même une femme, même si tout ne sera peut-être pas rose derrière, qui prendrait la présidence. Mais parce que mais on n'ose même pas imaginer que Trump. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que ça ferait avec Poutine de l'autre côté. J'ose même pas imaginer. Je veux même pas imaginer. En tout cas, je parle sous le contrôle de prof d'histoire, mais ce sera la première fois, quel que soit le résultat, que le président ou la présidente aura une cote de confiance aussi minable. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, il y a eu un président élu qui était aussi peu aimé et aussi peu apprécié. Mais on est quand même habitué au vote par défaut, non? Oui, mais aux États-Unis, à ce point-là, ça Il faut devient... espérer que les résultats seront quand même assez. Il n'y aura pas ce qu'on avait vécu entre Bush Oui. et Gore, où à un moment donné. Il va falloir recompter pendant. Les grands délégués, au Merci. moins qu'il y ait une victoire. Un peu. Merci, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci beaucoup, Sandrine Gangrande, d'être venue, d'être invitée quand vous voulez, évidemment. Merci beaucoup, Sabine Cossin. Merci beaucoup, Florence Mercadet et Jean-Charles Lajoie.